Nickel. On ne t'entend pas, Daniel. Daniel, tu dois d'abord cliquer sur accepter, je pense, d'être enregistré. Daniel, on t'entend pas. Non. Ok. Je vais reprendre le texte de Daniel. Donc, Daniel souhaitait donc introduire, faire un petit mot sur Écolo Neupré, en fait, puisque sur le plan politique, la locale Écolo de Neupré, qui est à l'initiative de cette soirée, existe déjà maintenant depuis 21 ans. À ce jour, nous comptons un conseiller au CPAS, qui est Maurice Zillenec, et 3 conseillers communaux, donc moi-même, Daniel et Pierre Latin. Notre local a aussi 2 coprésidents, qui sont Frédéric et Michel, ainsi que beaucoup de membres et de sympathisants, avec une dynamique qui nous permet plusieurs fois par an d'organiser des activités comme différentes opérations ramassage de déchets, des balades à thème, des débats comme celui-ci. Alors, on profite de l'occasion pour vous annoncer aussi les prochaines activités qui seront donc une balade découverte de notre environnement avec ramassage de déchets qui sera programmée fin juin, une distribution de plants de fraisiers programmée, elle, début septembre, ainsi qu'une conférence débat sur la politique agricole commune, la fameuse PAC et son impact sur nos producteurs locaux et notre alimentation. Et ça sera programmé pour la fin de l'année 2021. Donc maintenant que nous avons fait ce petit tour de la locale, je vais revenir sur le sujet qui nous occupe ce soir. Donc le sujet général de l'aéroport de Bierzet nous est apparu important à l'heure actuelle puisque, comme vous le savez certainement, une étude d'incidence sur l'environnement est en cours pour pouvoir introduire la future demande de renouvellement du permis d'exploitation ainsi que l'extension de l'aéroport. Donc la locale écolo a également été régulièrement interpellée par des Neupréens sur le bruit et le passage des avions au-dessus de la commune, ou même sur l'interrogation plus générale de l'avenir d'un aéroport dans lequel les pouvoirs publics ont investi et continuent d'investir énormément. Alors, le développement croissant du transport aérien et du fret pose de nombreuses questions en termes de modèle économique et d'impact sur le réchauffement climatique. Avec le départ annoncé de FedEx et l'arrivée d'Alibaba, qui symbolise un tout petit peu, qui symbolise assez bien la combinaison de tous les éléments négatifs qui pourraient être liés au développement de l'aéroport de Liège, on s'est dit que c'était le sujet sur lequel on pouvait sur lequel on pouvait passer une soirée et un webinaire avec pas mal de, à mon avis, de questions qui pourraient être débattues ce soir. Alors, le groupe Écolo Neupré a interpellé plusieurs fois le pouvoir communal sur ces différentes thématiques et questions, sans que cela n'ait été suivi de beaucoup d'effets. Donc, peut-être quelques courriers nous affirmant que des mesures de bruit sont prises, mais sans grande suite. Donc voilà, je me permets maintenant de vous présenter Olivier Biérin, notre invité, que je remercie d'avoir bien voulu faire cette soirée avec nous. Il va reprendre en une présentation d'une trentaine de minutes, plusieurs thèmes donc gravitant autour de l'aéroport de Bierzet. Donc, je fais une petite présentation d'Olivier pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Olivier Biérin donc, a 35 ans, il est né à Verviers, mais est liégeois maintenant depuis 1990. Il est diplômé en sciences politiques de l'Université de Liège. Il est ex-coprésident d'Écolo jeune et ancien conseiller communal à Liège. Il est à présent député wallon depuis les élections régionales de 2019 et coprésident d'Écolo pour l'arrondissement de Liège depuis novembre 2019. Olivier est parlementaire de référence sur les questions d'économie, d'énergie et sur l'aéroport de Liège. Alors, comme député et comme coprésident régional, il se mobilise au Parlement et sur le terrain afin de porter la voix des riverains et de plaider pour une utilisation raisonnée de l'aéroport.
Olivier, je te cède maintenant la parole et je te remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation de la locale École Neupré. Ben, merci beaucoup à vous de m'avoir invité et merci pour la présentation. Comme ça, je ne dois pas le faire moi-même. Je vais partager mon écran pour avoir une base de présentation. Et déjà, bonsoir à toutes et à tous de la locale de Neupré ou d'ailleurs. Je vois qu'il y a notamment des membres du CLAP qui sont là, donc le mouvement citoyen qui vise à lutter aussi contre les nuisances de l'aéroport et qui font un gros travail, une grosse mobilisation là-dessus. Donc, je les salue évidemment aussi. Alors, pour partager mon écran, voilà, je pense que comme ça, tout le monde voit bien. Oui. Donc, l'aéroport de Liège et ses nuisances, parce que c'est évidemment ça qui fait le plus parler de lui aujourd'hui. On pourrait estimer qu'il y a certains outputs positifs de cet aéroport en termes d'emploi ou d'activité économique, mais qui sont évidemment à remettre dans un contexte plus global aussi et sur lesquels je reviendrai. Euh, donc, je vais faire un exposé en trois parties. D'abord, la question du permis d'environnement, parce que c'est une question assez globale, en fait, enfin, assez englobante, en tout cas, sur les différents aspects liés à l'aéroport et en particulier ses impacts sur l'environnement au sens large, c'est-à-dire aussi bien sur le climat que sur l'environnement proche, les nuisances sonores pour les riverains, les questions d'écoulement d'eau, enfin voilà, toutes les questions liées à l'environnement. Il y a une partie plus spécifique sur les nuisances sonores et la législation autour de ces nuisances, ou son absence plutôt, ou en tout cas ses manquements. Et puis, je fais un petit focus sur le cas d'Alibaba parce que, comme Heidi l'a dit, c'est quand même une entreprise, même si ce n'est pas forcément celle qui produit aujourd'hui, même si elle est déjà active, les hangars sont en construction, mais Alibaba, via Kenyao, sa filiale logistique, est déjà active sur l'aéroport. Ce n'est pas forcément celle qui produit le plus de nuisances sonores, mais c'est en tout cas le modèle qui symbolise le plus le développement dont on ne veut pas, en fait. Mais j'y reviendrai aussi. Alors, la question du permis d'environnement, ben, elle est importante parce que c'est ce permis qui conditionne un peu ce que peut faire et ce que ne peut pas faire la société de gestion. Donc, un permis en plus est valable pour 20 ans, donc c'est évidemment un très gros enjeu, c'est une longue période. Il sera renouvelé, normalement, il doit être renouvelé pour 2023. La procédure, ça a été dit, veut qu'une étude d'incidence soit réalisée. Donc, une étude d'incidence, c'est quoi? C'est un consultant, un bureau d'études qui doit analyser de façon la plus exhaustive possible tous les impacts environnementaux au sens large, comme je les évoquais, d'un projet, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une usine, d'une infrastructure ou quoi, ici en l'occurrence l'aéroport. Et, euh, et donc cette étude est en cours. Dans le contexte du Covid, donc d'habitude la procédure c'est quoi? Quand on demande un permis, il y a une réunion d'information préalable, euh, normalement en présentiel, et puis sur base de cette réunion d'information où les gens peuvent poser des questions, peuvent déjà faire quelques remarques, le bureau d'études oriente son étude d'incidence. Une fois que l'étude d'incidence est réalisée, il y a la demande de permis formelle qui est faite par l'exploitant et, et sur base de quoi il y a une enquête publique durant laquelle c'est normalement à ce moment-là qu'il y a le plus de contributions, d'avis ou d'opposition qui peut s'exprimer. Mais vu le contexte un peu particulier du Covid, il n'y a pas eu cette réunion en présentiel et ça a pu être considéré comme un manque démocratique parce qu'il n'y a pas pu y avoir de débat, il n'y a pas pu y avoir d'échange direct. Mais en même temps, il y a aussi des avantages à cette formule. C'est le fait que, à la place donc de la réunion en présentiel, pardon, excusez-moi, à la place de la réunion en présentiel, euh, il y a eu une présentation du projet en vidéo et puis tout un chacun pouvait faire part de ses remarques, de ses questions par écrit.
et pendant 2 semaines. Et donc, il y a eu beaucoup plus de contributions que donc dans un cas précédent, il y a quelques mois, fin 2019, il y a eu le même type de procédure pour l'allongement de la deuxième piste. Donc, la piste secondaire qui sert quand la piste principale n'est pas disponible, elle va être allongée. Et donc, il y a eu le même processus avec demande de permis. Et là, il y avait plus ou moins 200 personnes, 150, 200 personnes qui ont participé à une réunion d'information, alors qu'ici, il y a plus de 2000 personnes qui ont répondu, qui ont écrit dans le cadre de cette procédure préalable, d'information préalable, donc même pas encore l'enquête publique. Donc, c'est quand même un signe de grosse mobilisation sur le sujet. C'est un moment important parce que c'est censé mettre en avant tous les effets négatifs et les impacts en termes de bruit notamment. Oui, donc j'ai dit après l'enquête publique, il y a la demande de permis. Et là, c'est le fonctionnaire technique pour le permis d'environnement qui doit accorder ou pas le permis, avec des conditions en plus de celles qui est dans la demande ou pas. Et puis, s'il y a un recours, c'est le gouvernement qui se prononce. Donc, c'est un moment important parce que, comme je le disais, il y a des conditions d'exploitation qui peuvent être indiquées dans ce permis en termes de nombre de mouvements maximal, par exemple, sur l'aéroport, en termes de restrictions pendant la nuit. Pour le moment, le décret, on aura l'occasion d'y revenir, prévoit que l'aéroport peut être exploité 24 heures sur 24, mais le permis d'environnement pourrait mettre des conditions par rapport à ça. Alors, j'ai parlé des réactions dans le cadre de la réunion d'information. Il y a aussi certaines communes qui se mobilisent, qui ont répondu officiellement en tant que communes dans ce cadre-là, mais de manière générale, on voit, et ça c'est assez inédit, qu'il y a des bourgmestres qui se prononcent contre l'extension de l'aéroport, contre le développement accru de l'aéroport. Principalement des bourgmestres libéraux de Wiwarem. Il y a quand même un ou deux socialistes aussi, à Rouen notamment, par exemple. Et ça, c'est nouveau. Jusqu'ici, il y avait une sorte de consensus qui subsiste à un niveau supérieur. Je veux dire, à part les écolos, il n'y a aucun parti qui s'oppose au développement de l'aéroport, majorité comme opposition, d'extrême gauche comme de droite. Il n'y a aucun parti qui souhaite qu'on freine le développement de l'aéroport, à part les Verts, mais au niveau local, ça bouge quand même un peu. Et donc, c'est quand même le signe que, même si ça ne se reflète pas dans le nombre de plaintes officielles reçues par la SOAR, le nombre est quand même en augmentation, mais il n'est pas, on peut reconnaître qu'il n'est pas énorme quand on entend le ministre ou le directeur de l'aéroport qui relativise un peu tout ça. On voit que le nombre de plaintes reçues par la SOAR est en effet pas gigantesque, mais on voit qu'il y a plein d'autres mobilisations en parallèle. Et donc, il y a plein de gens qui se plaignent directement auprès de leur bourgmestre sans passer par la voie officielle de contacter la SOAR ou de contacter la CNAO, qui est l'autorité de contrôle des nuisances, mais qui a très très peu de moyens et qui n'a très très peu de moyens humains et aucune influence, coercitive, disons. C'est juste un organe d'avis, malheureusement, la CNAO. Mais donc, d'un côté comme de l'autre, souvent les réponses sont un peu décevantes, en plus en disant non, l'avion est dans les clous, il suivait une trajectoire normale, il n'y a pas eu de bruit extrême repéré sur un sonomètre, enfin voilà. Et donc, c'est un peu, un peu décourageant. Désolé, j'ai un chat dans la gorge, je vais vite boire un coup d'eau. Voilà. C'est un peu démobilisant, et donc il y a beaucoup de gens qui soit se mobilisent en tant que citoyens, j'ai cité le CLAP tout à l'heure, il y a aussi les mouvements Stop Alibaba et ce genre de choses, et puis d'autres qui mettent la pression via le niveau local et contactent leur bourgmestre en disant que ça ne va pas, que les nuisances sont vraiment devenues insupportables, et donc les bourgmestres réagissent. J'ai donc déjà parlé pas mal de ces enjeux de nuisances sonores. Il y a évidemment l'enjeu du CO2. L'aéroport se vante qu'il aura bientôt un bilan carbone zéro, donc qui sera bientôt neutre en carbone. C'est évidemment un énorme greenwashing.
donc l'infrastructure aéroportuaire en elle-même, elle ne pèse que pour 0,3% des émissions liées au transport aérien. Et donc, même si l'aéroport, et encore, ce serait via des compensations carbone en plantant des arbres, mais donc même si l'aéroport en lui-même était neutre en carbone, ça ne pèse évidemment rien du tout sur l'impact CO2 global du transport. Il y a des retombées de kérosène, il y a un impact aussi du développement par rapport aux terres agricoles. Donc ça, ce n'est pas lié au transport aérien direct, mais c'est lié aux extensions de zoning. Donc le fait que il y a des centaines d'hectares autour de l'aéroport qui sont sous la gestion de la SOAR et que l'aéroport vise à développer. Et donc, il y a des terres agricoles qui sont menacées, un impact sur le ruissellement des eaux lié à cette bétonisation des sols. Il y a le dégivrage. Donc, c'est quand, en période froide, quand il faut dégivrer les avions, quand ils sont au sol, on utilise du glycol. C'est un produit qui est a priori biodégradable et pas hyper nocif, mais qui crée surtout des problèmes de nuisances olfactives pour le voisinage. Et puis, il y a les impacts indirects. Donc ça, c'est ce que j'évoquais brièvement tout à l'heure, notamment en lien avec Alibaba. C'est l'impact du modèle économique du low cost, donc de l'e-commerce longue distance. Parce que je pense que c'est important quand même aussi de distinguer l'e-commerce qui peut avoir des effets positifs, c'est-à-dire des plateformes où on achète des produits locaux, c'est aussi de l'e-commerce. Moi, je fais parfois mes courses à la coopérative Ardente, pour ceux qui connaissent. C'est une plateforme en ligne, on peut considérer que c'est de l'e-commerce, mais c'est pour mettre en lien des gens d'une petite région avec les producteurs voisins. Mais le problème, c'est évidemment l'e-commerce longue distance et encore plus low cost comme Alibaba, c'est-à-dire basé sur des produits de mauvaise qualité, basés sur une main-d'œuvre qui est exploitée, avec des normes environnementales très faibles, voire nulles, et un transport longue distance. Donc tout ça fait évidemment des impacts environnementaux importants. Et en plus, ça a un impact négatif aussi sur notre économie locale, évidemment. Donc, les producteurs et les commerçants locaux ne peuvent pas rivaliser avec les prix pratiqués par des sociétés comme Alibaba. Donc ça, j'essaye de le remettre régulièrement en perspective quand au Parlement, le ministre des Aéroports ou le ministre de l'Économie nous parle des gains en termes d'emploi. Ben, alors, c'est indéniable qu'il y a des milliers d'emplois créés sur l'aéroport de Liège, mais on n'a aucune évaluation du nombre d'emplois détruits par ce type de modèle de transport longue distance. Il y a des études en France notamment qui montrent que pour un emploi créé chez Amazon France, il y en a 2 ou 3 qui sont détruits dans l'économie locale. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure l'étude d'incidence. Malheureusement, la procédure actuelle, mais ça c'est globalement, et avec ma collègue Véronica Cremasco notamment, c'est un enjeu sur lequel on voudrait travailler dans les années qui viennent, c'est le fait que les études d'incidence sont rarement satisfaisantes. Donc, elles sont faites dans des délais assez courts, alors que les enjeux sont très importants et nécessiteraient soit des moyens très importants, soit plus de temps pour pouvoir être bien appréhendés. Et il y a un peu un aspect de conflit d'intérêts dans le fait que les bureaux d'études sont engagés par le porteur de projet. Donc, le porteur de projet paye un bureau d'études qui est censé être objectif, être neutre dans son étude, mais on peut bien imaginer qu'il y a quand même un souci à ce niveau-là dans la façon dont c'est réalisé et qui peuvent avoir tendance à un peu minimiser certains impacts. Et donc, l'enquête publique sera d'autant plus importante. Je suis peut-être un peu trop pessimiste, mais en tout cas, mieux vaut être prudent par rapport à ce qui ressortira de l'étude d'incidence et être prêt. Je sais que c'est le cas du CLAP qui est dans les starting blocks par rapport à ça. Écolo aussi avait mobilisé ses membres pour
répondre dans le cadre de la réunion d'information. Ici, dans le cadre de l'enquête publique, il faudra aussi bien sûr que les riverains, et même au-delà, se mobilisent pour faire part de leurs remarques et le fait que si certains enjeux environnementaux n'ont pas été correctement, suffisamment pris en compte, il faut qu'ils le soient. Alors, il y a le master plan aussi, qui a été présenté notamment dans le cadre de cette réunion d'information, de cette vidéo d'information. Le master plan de l'aéroport, il est un peu mégalo, quoi. Il vise à atteindre, on est autour de 40 000 mouvements par an aujourd'hui. Il vise à atteindre d'ici 20 ans 65 000 mouvements. On est sur 9 000 emplois directs et indirects estimés sur la zone aéroportuaire, et il voudrait en atteindre 17 000 dans la même période, en 2040. Quand on voit déjà le nombre de plaintes aujourd'hui et les nuisances insupportables pour une partie des riverains, quasi doubler l'activité semble quand même pas une super bonne idée, quoi. Et en plus, il y a évidemment les enjeux climatiques qu'on n'oublie pas. Oui, j'ai une autre présentation rapidement avec deux, trois éléments sur voilà, les chiffres clés de l'aéroport. Ça, c'est tiré de l'aéroport lui-même, hein. Donc, c'est le premier aéroport cargo belge, 6e européen. L'objectif zéro carbone pour 2030 dont je vous ai parlé. 500 millions d'articles e-commerce en 2020. 1 million de tonnes de fret. Et les passagers, par contre, c'est pas énorme. Et on voit ici l'évolution. Donc, c'est une évolution moyenne de 9% par an, mais on voit quand même qu'il y a une forte augmentation durant les dernières années. Donc, le créneau, c'est l'e-commerce. On est passé de 385 000 colis en 2017 à plus de 500 millions en 2020. Donc, c'est assez hallucinant. Projection déjà dépassée, on est à 40 000 mouvements aujourd'hui, ça je l'ai mentionné. Ils veulent augmenter le nombre de mouvements, de faire fois 1,5, mais ça veut dire fois 2,5 en termes de tonnage. Et donc là-dessus, ça veut dire des avions plus gros en fait. Si le tonnage augmente plus fort, significativement plus fort que le nombre de mouvements, alors qu'on sait que c'est les gros porteurs qui créent les nuisances. Donc les moyens porteurs en général ne réveillent peu les riverains, voire pas du tout. Et c'est les gros porteurs, les 747 principalement, qui posent le plus de soucis. Donc, comme je disais, une 6e à ce stade, vise le top 3 européen. Et si on les écoutait il y a quelques mois, à l'époque de José Appart et Luc Partoun, ils visaient d'être numéro 1. J'ai l'impression que le nouveau CA et le nouveau directeur sont quand même un peu plus raisonnables, un peu plus ouverts au dialogue, même si voilà, leur but reste de développer l'aéroport. Mais il y a quand même une autre approche avec le nouveau directeur, même s'il est ad intérim pour le moment. On verra qui ce sera en nomination définitive. Mais il a quand même l'air beaucoup plus conscient de la nécessité, au moins d'un dialogue avec le bassin de vie de l'aéroport par rapport au précédent, Luc Partoun, avec en plus toutes les questions de gouvernance que vous connaissez. Voilà, je reviens à ma présentation. Donc 65 000 mouvements en 2040, passer de 9 000 à 16 000 emplois, je l'ai déjà dit. Et donc, quelle est la législation existante? Quelles sont les règles qui visent normalement, dont le but, en théorie, est de protéger les citoyens des nuisances sonores, parce que c'est quand même celles-là qui sont les plus directes, les plus gênantes. Il y a une loi, la loi de 1973 relative au bruit. Il y a le décret de 94 sur les conditions d'exploitation des aéroports, même si ces textes ont été modifiés à plusieurs reprises depuis. Et puis, il y a des arrêtés du gouvernement wallon qui les appliquent et qui les détaillent.
Donc, c'est la loi de 73 qui prévoit les zones de bruit A, B, C, D, et qui donne au gouvernement wallon la possibilité de prendre des mesures de protection. Donc, c'est les mesures de protection en Wallonie, ben, c'est de notoriété publique, c'est-à-dire on ne réduit pas le bruit à la source, on le réduit en indemnisant les riverains pour qu'ils isolent leur logement, voire dans la couronne la plus proche de l'aéroport, on a exproprié pas mal de monde. Donc le décret, il prévoit que l'aéroport de Liège peut tourner 24 heures sur 24. Il prévoit les quotas de bruit et les sanctions, en tout cas l'existence de ces sanctions, même si elles sont détaillées dans un arrêté. Et mais il prévoit des quotas quand même assez lâches, disons, assez larges, et l'arrêté également prévoit tellement de conditions et de dérogations qu'il y a quand même assez peu de sanctions qui sont réellement appliquées et les montants sont très très faibles. Donc voilà, des amendes administratives, mais avec de nombreuses dérogations, des expropriations dans les zones touchées, des primes et des aides à la sonorisation, je l'ai déjà dit. Et donc, il faut améliorer ce dispositif parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il a atteint toutes ses limites, il a coûté énormément d'argent. Donc, c'est plusieurs centaines de millions d'euros qui ont été consacrés par la région wallonne pour les indemnisations. Donc, il y a en tout près de 600 millions qui ont été investis, mais il y a une partie dans l'infrastructure, mais il y a aussi une bonne partie dans le fait d'indemniser les riverains et de leur payer des primes pour isoler leur maison, avec en plus le procès toujours en cours pour une partie d'entre eux, parce que certains n'avaient pas été suffisamment tôt ou suffisamment fort indemnisés. Comme je le disais, voilà, des améliorations sont nécessaires parce que malgré ce coût très important, malgré ces mesures, les plaintes continuent à augmenter. Et donc, une des solutions, ça peut être d'appliquer plus de sanctions. Donc, il y a la question des doubles sonomètres, c'est-à-dire que pour qu'un avion soit sanctionné, il faut qu'il ait franchi, qu'il ait dépassé son niveau de bruit autorisé sur 2 sonomètres et pas sur un seul. Et donc, ça fait des centaines, pardon, ça fait des centaines de dépassements qui ne sont pas sanctionnés, en fait. C'est censé être une mesure de sécurité juridique pour qu'il n'y ait pas de faux négatifs, c'est-à-dire, imaginons très hypothétiquement qu'au moment où l'avion passe au-dessus d'une zone, il y a une mobilette très bruyante qui passe à côté du sonomètre. Il ne faudrait quand même pas qu'on sanctionne la compagnie aérienne pour cette pauvre mobilette. Mais les experts en acoustique, les experts des questions liées au bruit des avions, estiment que c'est quand même fort peu probable. Il y a quand même une empreinte en termes de bruit. Et en plus, on peut croiser ça avec les trajectoires et avec, on sait précisément à quel moment et à quel endroit un avion se situe. Et donc, cette condition, elle a plutôt l'air d'être là, parmi d'autres, comme étant une forme d'assouplissement de la règle en faveur des compagnies. Pareil sur les conditions météo, quand il pleut ou quand le vent souffle à plus de X mètres par seconde, les sanctions ne sont pas appliquées. Enfin voilà, il y a ce genre de considération-là. Mais on peut quand même aussi débattre de l'effectivité des sanctions dans ce genre de modèle. Si on compare avec des pays voisins, il y a des États qui sont beaucoup plus pointilleux que la Wallonie, qui sont beaucoup plus sensibles que la Wallonie aux questions de nuisance et qui ne fonctionnent pas avec des sanctions, qui fonctionnent avec des conditions d'exploitation. Donc ça, c'est ce qu'on indique ensuite, modifier les nuisances à la source. Ben, c'est plutôt de prévoir, à la fois en termes de trajectoire, à la fois en termes de type d'avion et d'horaire, d'empêcher ces nuisances d'être trop importantes. Et donc, par exemple, d'interdire les gros porteurs la nuit ou que l'aéroport ne fonctionne pas tout simplement entre 23 heures et 6 heures du matin ou entre minuit et 5 heures du matin ou que sais-je. Il y a quand même de moins en moins d'aéroports en Europe de régions en Europe qui acceptent que les aéroports fonctionnent la nuit, vu toutes les nuisances que ça implique pour la population. Et alors, sur Alibaba,
pour conclure, donc ici, je vous présente un peu ce qui figure dans l'accord entre Liège Airport et Kenyao, donc la filiale logistique d'Alibaba. Personne n'a jamais pu consulter cet accord en tant que tel, donc noir sur blanc. Ici, ce sont les infos, à part évidemment la direction de Kenyao et la direction de l'aéroport, mais sinon, c'est considéré comme confidentiel parce que droit des affaires, secret des affaires, etc. Mais ici, c'est les infos les plus importantes, celles qui sont connues, et qui sont le fait que, donc, oui, il a été signé le 5 décembre 2018. Il vise un terrain de 22 hectares dans la zone Flexport City, c'est-à-dire en lien direct avec la piste. C'est un bail amphithéotique de 50 ans pour le terrain. Et la convention prévoit de faire plusieurs halls pour une totalité de 100 000 m². Donc le permis a été validé pour le premier hall, a été validé en avril 2020. Et il y a eu un recours d'un groupe de riverains, mais qui a été rejeté parce que donc le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique, donc quand c'est un permis unique, c'est à la fois un permis d'urbanisme et un permis d'environnement. Donc le fonctionnaire délégué, ça s'intéresse au permis d'environnement, au permis d'urbanisme, et le fonctionnaire technique au permis d'environnement. Et les deux ont validé le permis en estimant que le hangar pris individuellement respectait toutes les règles en termes d'urbanisme, en termes d'impact paysager, d'impact sur les eaux de ruissellement, de nuisances sonores potentielles de l'activité du hangar en lui-même, etc. Mais ce que les riverains ont fait un recours justement sur base du fait que il fallait une vue globale sur le développement de l'aéroport et le développement des projets de l'activité d'Alibaba sur cet aéroport. Mais ce recours, déjà le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué n'ont pas considéré qu'il fallait une vue d'ensemble et se sont intéressés uniquement au hangar en lui-même. Et pour que le recours soit validé par le gouvernement, donc c'est une délégation au ministre compétent, c'est-à-dire le ministre Borsu pour l'aménagement du territoire, la ministre Tellier pour l'environnement. Mais dans ces cas-là, quand il y a une absence de consensus entre les deux, vous imaginez bien quel ministre était pour le recours, quel ministre était contre le recours. Mais comme il y avait une absence de consensus entre les deux, dans ces cas-là, c'est la décision initiale qui est maintenue. Et donc, comme le fonctionnaire délégué avait émis une décision positive, c'est cette validation, cette décision positive qui a été maintenue. Et donc, la construction de ce hangar est en cours. Il devrait être achevé en 2021. Et la convention prévoit que dans les 5 années à venir, il y ait une deuxième phase prévue avec 3 autres dépôts pour les 70 000 m² qui restent pour atteindre les 100 000 prévus globalement. Par rapport aux conséquences, selon le ministre et selon la société de gestion, il n'y a pas d'impact sur le plan d'exposition au bruit parce que les vols auront tous lieu en journée, selon eux. Et en journée, comme personne n'est chez soi, et ça ne pose pas de problème, évidemment, qu'il y ait des avions qui décollent. Je suis cynique ici, hein, évidemment, parce que même si c'est moins pire que pendant la nuit, on n'a pas envie de rester enfermé chez soi avec ses fenêtres insonorisées, fermées toute la journée. Et donc, ça empêche quand même de profiter de sa maison, de son jardin, d'être tranquille, d'avoir des avions qui décollent toute la journée, même si on n'est pas en train de dormir. Donc, cette réponse est évidemment assez insatisfaisante. L'impact en nombre de camions, impossible d'avoir un chiffre un peu sérieux. Luc Partoun a parlé à un moment de 1500 camions par jour, mais il est revenu sur ce chiffre-là et il ne l'a jamais confirmé. Et puis, c'est censé apporter 900 emplois directs. Je pense que potentiellement, ça peut être respecté dans un premier temps. Je ne crois pas que Kenyao va directement
trahir ses promesses ou ne pas respecter cette convention, parce que pour le moment, ils sont dans les clous de ce qu'elle prévoit et le ministre insiste toujours beaucoup là-dessus. Hem, Par contre, la question, à mon avis, c'est plutôt combien de temps ça va durer. Donc même si dans un premier temps, il y a bien les emplois directs prévus, à partir de combien de temps est-ce qu'une partie d'entre eux voire une majorité d'entre eux, risque d'être automatisés, quoi? Hem, alors quel levier on a pour agir? Je pense ici par rapport plutôt au modèle global, hein, à la question de l'e-commerce. Hem, il y a beaucoup de leviers qu'on essaye d'activer aussi au niveau européen. Donc, pour agir de façon, plus systémique, disons, et plus structurelle sur ce modèle. Il y a, le fait de taxer le kérosène, donc c'est évidemment complètement aberrant que le transport aérien soit le seul mode de transport dont le carburant n'est pas taxé aujourd'hui. Il y a, des droits de douane socio-environnementaux aux frontières de l'Europe pour lutter contre le dumping social et environnemental et ou une taxe carbone, par rapport à des produits qui entreraient sur le marché européen. Si on met en place, ce type de taxe, ce type de droit, a priori, un modèle low cost style Alibaba ne tient plus la route, n'est plus rentable, n'est plus viable. Hem, Par ailleurs, ici, c'est pas directement lié à Alibaba, mais on plaide pour aller, petit à petit vers une interdiction pure et simple des vols de courte distance. Ils l'ont fait en France, mais sur des distances vraiment très faibles, même si ça permet quand même déjà d'éviter quelques vols un peu aberrants, qui sont tout à fait faisables en train. Hem, il y a et plaider au niveau européen pour, une reconversion progressive du secteur, des investissements dans le rail. Ça, on voit que ça accélère. Les trains de nuit, se développent quand même très, très fort ces derniers mois, voire même ces dernières semaines. C'est quelque chose qui reprend vraiment du poil de la bête et donc en parallèle, ben, ça permet de plaider pour, sans empêcher les gens de se déplacer, sans empêcher les gens de voyager, ben, de plaider pour qu'ils prennent le train plutôt que l'avion, évidemment. Et puis, concernant Alibaba spécifiquement, il y a, un levier qui a fait pas mal parler de lui il y a 2 semaines, c'est 2 ou 3 semaines, c'est celui de la sécurité nationale. Donc le fait que non seulement Alibaba, c'est un modèle, low cost, e-commerce style Amazon, qui est évidemment assez détestable, mais en plus, Alibaba, c'est pas n'importe ça vient pas de n'importe quel pays, quoi et donc la Chine aujourd'hui, sur la scène internationale, elle a une stratégie très agressive, alors pas militaire, mais quand même très agressive économiquement, diplomatiquement, en termes d'espionnage industriel aussi, de vol de propriété intellectuelle, ce genre de choses et donc le parti communiste chinois, l'État parti, chinois impose à ces grandes entreprises de s'inscrire dans sa politique et notamment d'embarquer avec elles, un certain nombre d'agents de renseignement quand elles s'installent dans un pays ou un autre. Et donc ça a fait la une suite à une réponse, pour une fois, assez franche et directe du ministre de la Justice, hem, qui en général est très, très prudent et très, laconique quand il est interrogé sur des questions de sécurité nationale, en se retranchant derrière justement le fait que, bah, c'est des questions, de sécurité nationale et donc liées à la sûreté de l'État, liées à des opérations, secrètes, et cetera. Et là, mon collègue Samuel Kogolati, avec qui on travaille en binôme sur le sujet, hem, lui a posé une question sur l'impact potentiel d'Alibaba et les risques liés à l'arrivée d'Alibaba. Et le ministre a été assez franc et direct en disant il y a 3 risques. Il y a un risque par rapport, au traitement des données,
personnel, il y a un risque par rapport aux agents de renseignement que j'ai mentionnés, et il y a un risque un peu plus global de pression, d'utiliser le levier économique pour faire pression en termes de géopolitique sur les États. Et donc par rapport à ça, il existe des règles européennes qui ne sont pas encore mises en œuvre en Belgique, de screening des investissements étrangers pour évaluer leur impact potentiel, leur niveau de risque et pouvoir s'y opposer si on estime qu'ils sont dangereux. Et donc ça, c'est dans les semaines qui viennent, le gros dossier sur lequel on va travailler, c'est de mettre en place au niveau belge, de transposer au niveau belge cette directive européenne qui permet de s'opposer à certains investissements étrangers et, notamment quand ils posent un problème en termes de sécurité. Voilà, ceci clôture donc ma présentation et comme le dit le slide, je suis disponible pour répondre à vos questions. Voilà. Alors, donc il y a déjà toute une série de questions hein, qui sont arrivées dans le chat. Donc n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Voilà, on va déjà commencer. Donc ici, je vais essayer de les grouper par thématique, si je peux dire ça comme ça. Il y avait notamment des questions liées à plus le côté environnemental. La première question, c'est il y a une station de mesure de la qualité de l'air qui est installée sur le domaine de l'aéroport. Est-ce qu'elle ne devrait pas être installée sur les communes concernées par la pollution? Ça, c'est la première question. Je vais faire une deuxième en même temps, comme ça permet d'alimenter un peu. Et la deuxième, c'était sur les bilans carbone des vols aériens. Et donc, est-ce que ces rejets CO2 faits par les atterrissages et les décollages dans un pays ne devraient pas faire partie des bilans carbone des pays? Est-ce que ce serait envisageable de le faire? Voilà pour les deux premières questions plus sur la partie environnementale. Ok. Donc, sur la station de mesure de la qualité de l'air, c'est une bonne question. Je m'étais encore jamais penché dessus, mais je vais le faire. Je le note. J'ai vu qu'il y avait un représentant du cabinet de Céline Tellier qui était parmi nous ce soir. Je verrai avec lui comment on peut relayer aussi l'interrogation par rapport à ça. Sur le bilan carbone, oui, donc c'est pas le cas pour le moment. Et c'est a priori, il n'y a pas de proposition sur la table pour que ça change. Pour le moment, le bilan carbone, il est calculé au niveau européen. Donc, en fait, plutôt, il est calculé au siège social de la compagnie, c'est-à-dire le bilan carbone de chaque vol est attaché à la compagnie qui fait voler l'avion. Et donc, c'est la compagnie, c'est à son siège que c'est impacté. Et les compagnies européennes sont dans le système d'échange d'émissions ETS. Donc, elles ont des quotas à respecter. Elles doivent acheter des quotas de CO2 si elles ne diminuent pas leur bilan. Le problème, évidemment, c'est que ça ne vaut que pour les compagnies européennes. Donc, il n'y a pas à ce stade de système au niveau mondial qui impose aux compagnies hors UE, et il y en a beaucoup qui volent dans l'Union européenne, mais en étant basées ailleurs, de diminuer leurs émissions. Mais c'est en discussion. Il y a deux options sur la table en très résumé. C'est le fait soit d'avoir un système au niveau mondial, mais qui serait très très peu contraignant, soit d'imposer aux compagnies étrangères de s'inscrire dans le système européen ETS, qui, même s'il a été fort décrié à juste titre il y a quelques années, a quand même été très fortement renforcé et amélioré. Donc,
il y a quelques années, les quotas étaient beaucoup trop élevés. Il y en a qui spéculaient dessus et qui ont même gagné de l'argent avec ça. ArcelorMittal en est un des exemples majeurs et les plus scandaleux. Mais aujourd'hui, les quotas sont quand même fortement réduits et vont à la baisse chaque année pour imposer aux entreprises de réduire leurs émissions. Et donc, si les entreprises, y compris extra-européennes, devaient s'inscrire dans ce système-là pour pouvoir opérer en Europe, ce serait quand même une grosse avancée. D'accord, merci. Alors, il y avait une question ici plus liée à l'emploi. Tu as dit qu'il y avait, qu'on annonçait avec Alibaba 900 emplois directs et 3300 emplois indirects. La question, c'est quel type d'emploi? Oui, donc c'est 3300 en tout, donc c'est 900 plus 2400 du coup. 2400 indirects. Mais je pense que ça, pour moi, ce n'est pas forcément l'angle le plus négatif. Disons que ce n'est pas des emplois d'ultra mauvaise qualité sur l'aéroport. Donc, il y a quand même une certaine flexibilité en termes d'horaire, ça c'est sûr, mais on s'inscrit quand même dans le droit belge, dans les conventions collectives belges. Donc, pour moi, même si ce n'est pas non plus des emplois d'ingénieurs industriels, mais c'est la qualité de l'emploi, pour moi, n'est pas forcément la plus grosse critique que je ferais par rapport à ça. Maintenant, il y a aussi le fait que si on prend FedEx, par exemple, qui est anciennement TNT, les syndicats y ont travaillé pendant 20 ans pour atteindre un certain niveau de qualité d'emploi qui va plus loin que les conventions collectives, donc qui va plus loin que les barèmes minimums, que les conditions minimales. Et donc ça, c'est sûr que quand un acteur historique s'en va, ou en tout cas réduit fortement son personnel, et que c'est des nouveaux entrants qui arrivent, ce travail syndical doit recommencer, quoi. Donc, les emplois Alibaba seront de moins bonne qualité que les emplois FedEx, même si, comme je le disais, voilà, globalement, on reste dans la législation sociale belge, donc c'est pas non plus des conditions à la chinoise, quoi. D'accord. Alors ici, plus sur l'impact plutôt politique et l'engagement en tant que citoyen. Mais la première question, c'est que peut-on faire en tant que riverain ici d'une commune proche comme Neupré, mais pas suffisamment pour être commune concernée par l'étude d'incidence, si on souhaite faire part de nos plaintes. Alors de manière ici plus large, si c'est finalement le gouvernement qui a le dernier mot en cas de recours, même si visiblement, s'il y a deux ministres pas d'accord, voilà, et que le gouvernement est pro-développement de l'aéroport dans l'ensemble, excepté peut-être les ministres écolos, mais justement, quel est le poids de ces ministres écolos au sein de ce gouvernement par rapport à la question de l'aéroport? Que peuvent-ils faire? Et donc, y a-t-il le moindre espoir d'obtenir quelque chose? Alors, ce qu'on peut faire, déjà rejoindre le CLAP ou rejoindre Écolo, ou les deux, parce que je pense que plus on sera nombreux, plus on sera fort, évidemment. Il y a le fait de contacter les élus. J'ai cité tout à l'heure le fait que les bourgmestres se mobilisent. C'est parce qu'ils se rendent compte que leur population et donc leur électeur pour les élections suivantes se mobilise, est impacté, et qu'ils ne pourront pas faire le gros dos comme ils le faisaient depuis 2000, 2006, 2012, voire 2018, que les élections communales, à tous les niveaux d'ailleurs, hein, en 2024, il y a des élections à tous les niveaux, mais je pense que c'est faire passer le message aux élus qui doivent se mobiliser, qui doivent agir sur cet enjeu, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont mécontents, et
voilà, c'est peut-être triste ou malheureux à constater, mais pour faire bouger les élus, bah, c'est les élections, quoi. C'est l'impact électoral que le dossier peut avoir. Et donc, contacter les bourgmestres, contacter les députés régionaux de l'arrondissement dans les autres partis pour bien leur faire passer le message, parce que, euh, comme je le disais dans l'introduction, enfin en tout cas au début, bah, pour le moment, on est en effet un peu isolé. Donc, pour enchaîner sur la deuxième question, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a aucun espoir ou que rien ne va pouvoir changer. Je pense que les positions des uns et des autres évoluent quand même si c'est trop lent, même si ce n'est pas assez fort, que ce soit, et ça reste dans le discours à ce stade et pas encore dans les actes, mais que ce soit CRUC ou que ce soit la direction de l'aéroport, ils ont quand même un peu changé leur approche ces derniers temps. Et donc, moi, c'est quelque chose que je martèle aussi au Parlement à chaque fois, c'est le fait que, a priori, même nous, on n'est pas pour la fermeture de cet aéroport. On n'est pas pour, et certainement pas, en tout cas, du jour au lendemain, et avec des milliers d'emplois et des milliers de travailleurs qui seraient mis à la rue du jour au lendemain. Euh, et au contraire, c'est même plutôt un facteur de pérennité ou en tout cas de stabilité pour l'aéroport si il se stabilisait justement, qu'il arrêtait de se développer et qu'il travaillait en bonne intelligence avec son bassin de vie, en contact avec les riverains, en essayant de limiter au maximum les nuisances, ben, ça lui permettrait de continuer à fonctionner, en fait. Euh, Parce que si je prends souvent l'exemple de Francfort en 2012, où c'est une décision de justice du jour au lendemain qui interdit à l'aéroport de fonctionner la nuit. Et donc ça, si ça se passe aujourd'hui à l'aéroport de Liège, alors c'est en tout cas économiquement assez catastrophique en fait, parce que ça fait des milliers de personnes qui perdent potentiellement leur emploi. Et donc nous, enfin moi en tout cas, mon but en tant qu'élu, en tant que député, c'est pas ça non plus. C'est de réduire les nuisances à la source, c'est d'essayer qu'ils revoient un maximum, qu'ils réduisent au maximum leurs ambitions. Pour moi, l'aéroport devrait se stabiliser à son niveau de développement actuel et pas se développer plus. Mais même s'ils veulent le développer encore un petit peu en journée avec des avions modernes et pas bruyants, pourquoi pas. Mais ça doit être ça les conditions, quoi. Ça doit être le fait qu'il est hors de question d'augmenter les nuisances alors qu'elles sont déjà trop importantes aujourd'hui. Et donc, moi, je ne crois pas du tout que tout est perdu ou qu'il y a aucune marge de manœuvre possible. Je pense que sur le développement global de l'aéroport, il y a de plus en plus d'espaces de discussion, il y a de plus en plus un pied dans la porte qui se fait. Euh, je crois que CRUC est à la limite plus ouvert que d'autres ministres et que d'autres partis sur le sujet. Donc, je pense que ce serait bien aussi d'aller un peu titiller le Parti socialiste liégeois là-dessus. Euh, et, et donc, ouais, voilà, je parlais du développement de l'aéroport en général. Sur Alibaba, ben, moi, le principal levier que je vois et dont je vous ai fait part tout à l'heure, c'est cette question, en tout cas pour le moment, c'est cette question du screening des investissements. Donc, c'est la porte d'entrée plus sécuritaire, disons, et géopolitique, euh, où il y a quand même aussi une prise de conscience à un niveau même européen, au niveau belge, au niveau européen, du fait que la Chine, en fait, c'est pas tellement un interlocuteur comme un autre et un partenaire commercial comme un autre. On l'a accueilli à bras ouverts, et là, c'est les libéraux en particulier qui ont été fort naïfs sur ce coup-là en 2018 avec tapis rouge pour signer, parce qu'il y a aussi une convention au niveau de l'État belge
pour des partenariats stratégiques, économiques avec Alibaba. Ils ont déroulé le tapis rouge à ce moment-là. Je pense que tout le monde maintenant se rend compte petit à petit que ce n'était pas forcément hyper porteur en termes, y compris en termes économiques, parce que c'est des partenaires économiques qui sont là pour nous écraser, en fait. Pas du tout là pour construire une relation d'égal à égal, constructive et grandir ensemble. Ton micro est coupé. Ton micro est coupé. Ouais. L'hôte avait désactivé mon micro. Désolé. Et donc, l'entreprise Huawei, par exemple, qui est de mèche avec l'État chinois dans des affaires d'espionnage. Donc, Huawei, c'est une entreprise de télécom qui développe des GSM, enfin des smartphones, qui développent des antennes 4G et voire 5G par la suite. Et elle est sur liste noire maintenant de la plupart des États occidentaux, de la plupart des États européens et des États-Unis, parce que de mèche avec l'État chinois et travaillant avec lui. Et donc, si c'est possible dans le domaine des télécoms, j'ai l'impression que c'est possible aussi dans le domaine de la logistique et de l'e-commerce, de petit à petit se dire en fait, on ne va plus tellement travailler avec eux. Okay. Alors ici, c'est une question, enfin, ce sont des questions un peu plus spécifiques que je vais regrouper, essayer de regrouper en une seule, mais c'est sur l'impact de la valeur de l'immobilier par les endroits où les maisons sont survolées, sur justement cet impact, quel est l'impact que peut avoir le survol sur le montant des maisons, par exemple, pour des gens qui ont investi, qui voudraient bien les revendre, ce genre de choses, et sur une éventuelle, est-ce qu'il existe par exemple une procédure pour modifier le revenu cadastral suite à cette modification d'environnement, vu qu'il y a de plus en plus de vols et ce genre de choses. Ok, je pensais que tu allais regrouper plusieurs questions, mais... Pardon. Mais donc sur celle-là, moi, je n'ai pas de réponse. Ce n'est pas un aspect du dossier que j'ai étudié à ce stade, mais je le note aussi. Il doit y avoir moyen d'avoir des statistiques auprès des notaires, notamment. Chaque année, hein, il y a des statistiques qui sortent sur la valeur de l'immobilier, l'évolution commune par commune, etc. Donc, c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir des chiffres là-dessus, mais moi, à ce stade, j'en ai pas. D'accord. OK. Alors ici, on est plus sur la question du survol de la commune, spécifiquement de Neupré. Et donc, la question, c'est la commune de Neupré est régulièrement survolée par des avions au décollage. Certains disent que c'est éventuellement interdit. Donc, comment savoir quels sont les trajets qui sont autorisés ou non, et donc pouvoir introduire des plaintes si ce n'est pas respecté. Et d'autre part, il y a la question aussi de... désolé. Voilà. On a bien senti ces derniers temps sur la commune, justement, des différences. Il y a beaucoup plus de vols. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qui est ressentie par beaucoup de gens. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a plus de décollage en sens inversé depuis quelques mois, ce qui les fait nécessairement passer au-dessus de Neupré? Est-ce qu'il y a eu des modifications par rapport à ça? Mais ça fait plusieurs années qu'il y a plus de décollage en sens inversé. Donc, on est sur une moyenne de 30% depuis 4-5 ans. Donc, au début, il se basait sur 8% de décollage en sens inversé. On est aujourd'hui sur une moyenne de 30%. Mais la révision du PEB qui est en cours prend en compte maintenant cette évolution. Qui est probablement lié au changement climatique d'ailleurs, de modification du vent. Et
Après, voilà, la seule chose que ça change, c'est qu'il y a quelques personnes en plus qui pourront recevoir des indemnités, mais ça ne change évidemment rien à la réalité des nuisances, malheureusement, cette modification du PEB. Donc, voilà, statistiquement, c'est indéniable qu'il y a plus de vols en sens inversé à cause des changements de direction du vent. Et ces derniers mois, on est dans une période de l'année, mars, avril, mai, où c'est particulièrement le cas. Donc, il y a certains mois où on va même jusqu'à 60-70% de décollage en sens inversé, même si ça fait au total une moyenne de 30% sur l'année. Bah, ça veut dire qu'il y a des mois où on est à 10-15% et d'autres où ici, voilà, on est parfois à 60 ou 70%, quoi. Donc, ce n'est pas qu'une impression, c'est tout à fait réel. Après, il est possible d'aller voir sur Diapason, donc, qui est le logiciel de la SOR, et de leur demander simplement d'écrire il y a eu un vol à telle heure, à tel endroit, est-ce que c'est une trajectoire normale ou anormale? Et ils ont la consigne de répondre normalement. Et ça permet aussi de comptabiliser ça dans les statistiques. Donc, même si c'est un peu fastidieux et un peu pénible, voilà, ça fait partie des actes de mobilisation qu'on peut faire aussi. C'est de rentrer des plaintes le plus systématiquement possible auprès de la SOR pour que ça apparaisse dans les chiffres officiels et qu'ils ne puissent pas se retrancher derrière des statistiques faibles de plaintes, ou en tout cas même si ce n'est pas une plainte sur le niveau de bruit, mais en tout cas de signalement d'une trajectoire anormale. D'accord. Alors, on va repartir sur la problématique de l'emploi, qui revient régulièrement dans les questions qui sont ici. Il y avait notamment quelque chose qui peut servir un peu de leçon pour l'arrivée d'Alibaba, mais quel est l'impact de la restructuration en cours chez FedEx TNT? Et parce qu'après avoir vanté les créations d'emplois liées à son arrivée fin des années 90, finalement, est-ce que le bilan ne serait pas nul, voire négatif en matière d'emploi? Et justement, ce coût à l'emploi est énorme. Est-ce qu'investir dans d'autres secteurs pourrait créer des emplois peut-être moins coûteux pour la région wallonne? Est-ce qu'il y a une réflexion à ce sujet au niveau du gouvernement wallon? Donc, sur le fait d'investir dans un autre secteur, c'est évident. Il y a malheureusement, le problème, c'est que c'est trop tard. Enfin, c'est jamais trop tard pour évidemment changer de trajectoire et aller vers autre chose, mais en tout cas, les centaines de millions qui ont été investis ces dernières années, pour ceux-là, en tout cas, c'est trop tard malheureusement. Mais effectivement, s'ils avaient été investis dans les énergies renouvelables ou dans les circuits courts alimentaires, par exemple, probablement qu'ils auraient créé encore plus d'emplois et ce serait de l'emploi durable et positif pour la transition écologique. Donc, ça, c'est évidemment pris en compte. En tout cas, c'est des secteurs que le gouvernement, notamment sous l'impulsion des écologistes, c'est des secteurs que le gouvernement wallon veut désormais développer. Il y a aussi une prise de conscience d'autres acteurs. Si on prend Gaëtan Servet, par exemple, le directeur de NoShack, donc l'Invest public pour la province de Liège, dans une interview récente, il dit « on s'est planté avec la logistique ». Le coût à l'emploi est trop élevé, les nuisances sont trop élevées par rapport à ce qu'on peut obtenir dans d'autres secteurs. Lui, il est très branché biotech notamment, pharma, biotech, etc. Des secteurs à haute valeur ajoutée, avec en plus l'écosystème de l'université et ce genre de choses. Voilà, lui parlait plutôt de ce type de secteur-là, et c'est une des premières fois qu'un responsable public, enfin publico-économique de cette envergure-là prend la parole pour dire ce genre de choses. Donc, ce n'est pas négligeable non plus. Moi, j'avais travaillé aussi sur la question du Trilogiport, le fait que les créations d'emplois sont bien moins élevées au Trilogiport que ce qui était annoncé au départ. Donc, il y a quand même, et à cette occasion-là, des gens comme Willy Boursu ou comme Frédéric Dardenne ont dit aussi que le tout à la logistique, c'était plus vraiment
la direction dans laquelle il fallait aller. Et donc, par exemple, pour la reconversion de Chertal, certains envisageaient d'étendre le Trilogy Port ou de faire de Chertal aussi une zone logistique, une plateforme logistique. Il y a quasi plus personne qui veut aller dans ce sens-là aujourd'hui parce que, comme je le disais, c'est beaucoup d'investissements pour pas beaucoup d'emplois et pas beaucoup de valeur ajoutée pour l'économie régionale. Maintenant, à ce stade, malheureusement, au niveau du gouvernement wallon et même de l'opposition, donc au niveau de tous les autres partis, l'aéroport reste selon eux un pôle à développer. Donc ça, c'est à nous de les convaincre et à nous de se mobiliser pour que d'ici les années qui viennent, ce soit de moins en moins le cas. Ça reste, voilà, même si la logistique au sens large n'est plus l'Eldorado à un moment espéré par toute une partie de la classe politique wallonne, je pense qu'il y a un phénomène comment on appelle ça, un effet du sentier ou quelque chose comme ça, que quand ils se sont trop engagés, ils ont trop investi, et après, il y a une création d'emplois indéniable. Donc, le fait qu'il y ait plus ou moins 9000 emplois directs et indirects liés à l'aéroport de Liège, je pense que c'est le cas. Maintenant, c'est des emplois. Enfin, il faut voir ce qu'on entend par emploi indirect et par effet indirect. Donc ça, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. L'impact global est probablement pas très intéressant et va probablement être de plus en plus négatif avec l'e-commerce. Donc, avec des acteurs comme Alibaba, clairement, le bilan sera négatif. Donc, on détruira plus d'emplois qu'on en crée avec l'aéroport. Sur FedEx, à ce stade, c'est un peu difficile à dire parce que la procédure Renault est en cours et donc il n'y a pas encore vraiment d'emplois supprimés aujourd'hui. Les négociations se passent mal, elles sont compliquées. FedEx ne joue pas le jeu, ne donne pas les infos qu'il faut, etc. Mais voilà, ça peut aussi servir dans la négociation pour les syndicats pour dire que l'employeur n'a pas joué le jeu et donc doit donner des compensations plus importantes. Mais c'est un dossier un peu spécial, c'est un dossier un peu bizarre parce qu'on entend tout et son contraire sur cette question du départ de FedEx. Il semble, selon eux, qu'on leur avait promis des terrains intéressants et puis que finalement, on les a donnés à Alibaba. Donc ça explique une partie de leur départ. Parce que personne ne comprend très bien ce qui les attire tant à Roissy-Charles de Gaulle, a priori en termes de conditions. Alors, ce n'est pas forcément positif, parce que ça veut dire qu'on n'est plus laxiste à Liège, ce qu'on sait, hein, mais je veux dire, Charles de Gaulle est fermé la nuit. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils vont sur un aéroport sur lequel ils ont plus de contraintes et moins de flexibilité pour leurs activités? Voilà, c'est probablement partie d'une stratégie globale à un niveau qui nous dépasse un peu. Mais donc, même avec la réduction d'effectifs de FedEx, qui est quand même pas négligeable, on reste à ce stade quand même sur un bilan positif direct en termes d'emploi. Mais comme ça a été dit dans la question et dans une partie de ma réponse, c'est clair que si on avait investi cet argent-là dans d'autres secteurs plus durables, on aurait probablement créé plus d'emplois et ça aurait été bien plus bénéfique aussi pour la région. Il n'est pas trop tard pour le faire pour l'avenir. Et je pense qu'on doit se mobiliser dans ce sens-là. Et on sent que les choses bougent aussi au niveau international, même au niveau du monde financier. Quand on voit l'affaire climat aux Pays-Bas et la condamnation hier ou aujourd'hui de Shell, quand on voit les engagements de certaines organisations internationales, de l'Union européenne, etc., investir de façon verte, disons, devient quand même de plus en plus nécessaire, de plus en plus indispensable pour toute une série d'acteurs. Et donc, investir dans l'aéroport va devenir aussi de moins en moins
sexy, entre guillemets, pour toute une partie des acteurs économiques. Donc, il avait été évoqué à un moment que Nethys, donc Nethys, qui est quand même, avec Ethias, propriétaire à 50% de l'aéroport de Liège, enfin de la société de gestion en tout cas, ça avait été évoqué à un moment que la revente de vous serve à investir dans l'aéroport. Et donc là-dessus, c'est quand même remis en question de plus en plus. Nous, on pousse évidemment très fort pour que ce ne soit pas le cas. Mais même Frédéric Jacquet, donc le directeur ad intérim de l'aéroport lui-même, a dit qu'ils n'avaient a priori pas besoin d'une augmentation de capital, donc pas besoin de capital extérieur pour leur plan d'investissement mégalo, master plan 2040, on veut devenir le premier aéroport du monde. Même pour faire ça, ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir en empruntant à des banques et en investissant sur fonds propres. Et tant mieux. Enfin, même si on espère que ce plan sera réduit au maximum, évidemment, mais ce serait en tout cas un comble qu'il y ait encore plus d'argent public qui soit investi. Et ça, c'est aussi, et je termine là-dessus, un élément que moi j'essaye de faire passer régulièrement, que ce soit vers la presse, au sein du Parlement, etc., c'est le fait que l'aéroport n'est pas du tout rentable. Donc, l'aéroport distribue des dividendes, y compris à son actionnaire privé, les aéroports de Paris, qui sont propriétaires à 25%. Donc, il distribue des dividendes, mais qui sont bien inférieurs aux subventions publiques. Donc, j'ai plus, là, ça m'échappe là comme ça, je pourrais le retrouver assez facilement, hein, mais l'aéroport est en bénéfice de quelques millions cette année. C'est un record et les bénéfices sont en augmentation année après année, hein. Je crois qu'on est passé de 500 000 il y a quelques années à une dizaine de millions d'euros aujourd'hui, mais l'aéroport dépend toujours de subsides directs de 27 millions par an. Donc, même avec 10 millions de bénéfices, ils sont quand même toujours en déficit de 17 millions s'ils n'avaient pas l'argent public pour équilibrer les comptes. Et donc, ça fait partie de tout l'argent public qui est investi pour créer ces emplois sur l'aéroport, mais même après 20 ans, la structure n'est pas autonome et n'est pas rentable, quoi. Sans compter évidemment tout l'argent qui est investi aussi par rapport aux riverains, pour toutes les subventions aux riverains, pour rembourser ceux qui viennent de gagner leur procès là, à hauteur de plus de 50 millions. Donc aujourd'hui, dans le budget annuel de la Wallonie, la politique aéroportuaire, donc y compris Charleroi, mais donc Charleroi et Liège, c'est entre 80 et 100 millions d'euros par an d'argent public dépensé, quoi. Que ce soit pour les aéroports en eux-mêmes, pour les missions de sûreté, pour donc de surveillance de l'aéroport et de contrôle des bagages, etc. Et pour prévention incendie, tout ce type de mission-là, plus toutes les subventions aux riverains, toutes les aides aux riverains, tout ça, c'est entre 80 et 100 millions d'argent public par an, dont 27 millions directement à la société de gestion de l'aéroport. Ok, merci. Alors, il y a encore beaucoup de questions et aussi des informations qui viennent. Bon, voilà, il n'y a que moi qui les reçois, donc c'est difficile de les partager. Je pense que vous pouvez contacter Olivier par mail ou voilà, il y a, comme on peut le faire avec tout député. Il y a quelques infos qui peuvent être intéressantes. C'est la dépendance du sentier, ce dont tu parlais. Donc, voilà. Il y a aussi un site internet qui reprend, enfin un logiciel pardon, qui reprend les données d'atterrissage, donc ça s'appelle Flightradar 24. Et donc on a quand même brossé pas mal de sujets. Il y en a un dont on n'a pas encore parlé et je propose de terminer là-dessus. Voilà, ça fera déjà pas mal de questions qui auraient été posées à Olivier, mais c'est l'impact sur la santé. Notamment au niveau des microparticules qui sont émises. Est-ce que, d'une part, quel est l'impact sur la santé et d'autre part, est-ce que cet impact est pris en compte dans les budgets alloués pour le développement de l'aéroport? Alors, cet impact n'est pas du tout pris en compte dans les budgets alloués pour le développement de l'aéroport. Donc, c'est en effet une externalité négative en plus
qui serait évidemment difficile à calculer de façon très précise parce que entre les particules qui viennent de l'aéroport, les particules qui viennent du transport routier et notamment de tous les camions qui passent sur l'autoroute juste à côté de cet aéroport, c'est difficile de faire la part des choses entre les deux, ce qui ne veut évidemment pas dire que c'est négligeable ou que ça n'existe pas, certainement pas. Il y a des études qui sont prévues, des retombées de kérosène, notamment sur l'impact sur le maraîchage, sur les sols, sur les fruits et légumes dans l'environnement de l'aéroport. Ça, c'est prévu d'être évalué. Et puis, il y a tout l'impact direct des nuisances sonores sur la santé, donc de hypertension, stress, problèmes mentaux, problèmes liés au manque de sommeil, etc., qui sont scientifiquement tout à fait documentés. Et il y a les recommandations de l'OMS par rapport à ça sont claires. Donc, il y a un impact sur la santé lié directement aux nuisances sonores. Et puis, mais voilà, par rapport aux microparticules et au kérosène, ce n'est pas encore documenté, mais il est prévu qu'il y ait certaines études sur le sujet, en tout cas dans les mois enfin, oui, dans les mois qui viennent. Oui, j'étais moi aussi coupé, je me suis auto-coupé. Donc, merci beaucoup pour toutes les réponses, Oli, et merci à tout le monde d'avoir posé plein de questions. Je vais redonner la parole à Eddy, peut-être si elle veut conclure. Oui, pas de souci. Ben, oui, merci aussi. Merci à vous deux pour la bonne tenue de cette soirée. Je vous propose, si vous n'avez pas obtenu réponse à vos questions, etc., on remettra sur nos réseaux sociaux un petit résumé de la soirée, quelques informations qui pourraient vous être utiles, le mail d'Olivier et toutes des choses comme ça. Donc, il ne faudra vraiment pas du tout hésiter à les revoir. Et sinon, ben voilà, Olivier, je te remercie encore une fois au nom de la locale de nous avoir fait partager tes connaissances sur ce thème qui est loin, dont on est loin d'avoir fait le tour. Et je vous souhaite à tous alors une très bonne soirée et j'espère vous voir nombreux aux prochaines activités de la locale. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup à vous pour l'invitation et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, merci beaucoup. Au revoir.